Bonjour, excellent réveil et merci d'être là avec nous dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, dans notre matinale, nous aborderons la situation en Palestine occupée, surtout dans la bande de Gaza, bombardée depuis plusieurs jours, le sujet le plus brûlant, le plus préoccupant de cette semaine. Nous l'aborderons ce matin à travers justement tout l'historique de cette prison à ciel ouvert assiégée depuis des années qui tente aujourd'hui d'écrire une nouvelle page de son histoire. Ce sera à travers le regard et l'analyse d'un diplomate, auteur et journaliste palestinien qui sera en direct avec nous à partir de Bruxelles ce matin. Il est premier conseiller de l'ambassade de Palestine en Belgique. Il s'agit de M. Hassan Belaoui que nous retrouverons tout à l'heure pour un éclairage et une analyse de la situation. Dans cette matinale, nous aurons aussi l'occasion de poursuivre notre élan solidaire vis-à-vis de tous les acteurs qui activent sur le terrain en faveur de l'éradication des cancers, en faveur de la sensibilisation au cancer du sein. Nous sommes en plein octobre rose et aujourd'hui, gros plan sur United Algeria Foundation, donc cette jeune association, fondation qui œuvre depuis quelques années dans le domaine humanitaire et qui propose aujourd'hui tout un programme d'activités liées à cet événement. Donc dans cette matinale, nous aurons l'occasion aussi de parler des scientifiques, de nos chercheurs qui ne sont pas en reste de cette marche vers une Algérie évoluée, une Algérie nouvelle, prospère, donc qui passe par toutes les mutations, notamment la mutation énergétique. On est en phase justement de rechercher les meilleures solutions dans le domaine énergétique pour ce qui relève aussi de l'empreinte carbone de notre pays, mais aussi de toute l'économie circulaire développée dans ce sens. Ce sera à travers la participation du professeur Kamel Mohamdi, donc qui nous parlera de cet aspect en particulier. Donc dans cette matinale, nous aurons peut-être l'occasion de retrouver, il y a des petites hésitations par rapport à cela, mais bon, on parlera aussi de la chorale de l'Opéra d'Alger qui, elle aussi, participe à l'élan solidaire vis-à-vis de la Palestine. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Nous allons tout de suite vous proposer un point météo au démarrage de cette émission, comme d'accoutumé. Donc, on ne déroge pas à notre tradition de vous donner les nouvelles du ciel. Ce sera avec Amel Haribi après ceci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça peut aller. Une très en forme ce matin. Ouais, mais ça va être très humide aujourd'hui. Très humide, donc voilà. Donc la météo n'est pas très bonne. Ouais, mais un taux d'humidité assez quand même important. Oui, c'est ce qu'on redoute le plus quand il fait chaud en fait. On peut tolérer quand c'est sec, on peut tolérer la chaleur. Pour un 29 degrés, on peut tolérer. Oui. Mais quand il y a l'humidité, ça accentue un peu la chaleur. Très bien, alors s'il vous plaît, un peu plus de détails, comme ça on saura quoi faire et comment s'habiller en cette journée. Inch'Allah. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, excepté quelques formations cumuliformes sur le haut plateau, centre et est. Puis probabilité de foyers orageux, mais en soirée vers ces régions. La moitié sud connaîtra un ciel souvent voilé avec des orages toujours vers l'extrême sud, le Gartassili, le sud du Sahara oriental. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie et à noter des sous-monts de sable cette fois-ci du côté de Tindouf, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, seront plutôt agréables pour la saison, mais elles sont toujours bien sûr hors saison, avec toutefois un maximum de 32 degrés du côté de Tizi Ouzou, 30 degrés à Annaba, 29 Constantine, Alger, Oran, également Relizane, Chlef, Ain Daflat, Lemsan, 26 à Al-Bayad, 27 degrés à Djelfa, 28 à Batna, au sud 30 degrés Tamanrasset, Janet, également Bécha, Gardaya, 31 à Biskra, 34 Ilizi, 35 degrés Tindouf, Adrar, et enfin le maximum vers l'extrême sud, plus exactement Ingzam et Borj Bedi Mourtar, entre 39 et 40 degrés. La mer aujourd'hui se montrera plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des côtes algériennes
algérienne d'ouest en est avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre et jusqu'à 30 km/h sur les côtes est. Les vents seront de secteur est et la mer aussi sera plutôt calme. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le temps restera nuageux et pluvieux vers Montréal et Vancouver, passagèrement nuageux à New York, Dallas, plutôt couvert du côté de Mexico, partiellement voilé à Washington, en Californie également. Le mercure affichera 13 degrés à Montréal, également à Vancouver, 19 New York, 21 Washington, 24 en Californie, 22 du côté de Mexico et enfin le maximum 31 degrés Dallas et Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment Amel, merci moi. à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On ne va pas non plus déroger à la tradition de vous offrir une première chanson au démarrage de notre émission. Tout de suite, après les cartes de Amel Aribi qui nous ont un petit peu baladé à travers le sud algérien, ce sont les images du clip qui va suivre qui vont nous permettre de découvrir toute la beauté et la richesse du grand sud algérien à travers ce duo, ce superbe duo. Il est signé du groupe Emzad avec Kader Japonais. C'est parti pour Machan. صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبار. جاني بشار بالخفية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبار. ايه فيه قار نتلاقى وعلى الطاسي اللي غنى
القهوة وعلى راسي لي غناوة وسموها الوالدة كأننا غراس ويبدي كمان سوسة يوفى النسان أكلنا هربوك انت على غران وقد نسينا الزهر روش والناس غلان وقد نسينا الزهر روش والناس غلان Après cette virée au sud, à l'extrême sud de notre beau pays, nous allons parler des énergies renouvelables. Cette fois-ci, nous allons parler des efforts de nos chercheurs dans ce domaine en particulier. Bien sûr, le sud est très prometteur en termes de solutions énergétiques. Nous en parlerons certainement avec le professeur Kamel Mohamdi, voilà. Bienvenue, professeur Kamel Mohamdi. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc vous exercez au sein de l'université de Boumardès, dans la faculté de technologie en particulier, en tant que professeur en énergie renouvelable, n'est-ce pas? Très bien. Et puis vous dirigez aussi une unité de recherche, voilà, un petit groupe, le groupe MESO. Une équipe qui est dans une unité de recherche, matériaux, procédés, environnement. Et pratiquement, l'équipe MESO s'occupe de projets, de solutions durables, donc soit pour l'énergie, l'eau, l'environnement, et notamment l'économie circulaire, dont on dirait un mot un petit peu plus. Voilà, donc vous êtes à la recherche de solutions pratiques, de solutions durables pour ce qui est de cette mutation énergétique et de cette réflexion globale au sein de notre pays, donc par rapport à cette projection dans l'avenir, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Je pense que l'Algérie s'est inscrite quand même dans la durée, je veux dire, par rapport à la sécurité énergétique d'abord, nationale, et puis la sécurisation aussi des exportations, puisque c'est une source de revenus quand même qui est importante. Et bien sûr, il faut dire aussi que l'Algérie a la chance d'être dotée de ressources gazières très importantes, ce qui n'est pas négligeable, parce que c'est une énergie quand même qui reste propre, même si elle est d'origine fossile. Oui. Elle reste quand même propre comparée au charbon ou au pétrole, par exemple, qu'on brûle dans certaines centrales en Europe actuellement, je veux dire. Donc pour ce qui est de l'intégration ou de la capacité d'énergie renouvelable qui va être installée, donc il y a un programme énergie renouvelable donc, qui part sur 2035 et qui est donc pratiquement coordonné par la Sonelgaz, qui devrait donc installer 15 gigawatts, donc c'est 15 000 mégawatts d'ici 2035, sachant que la capacité actuelle, actuellement nous sommes dans une capacité qui tourne autour de 24 gigawatts, alors qu'on consomme 14 gigawatts. D'accord. Sauf en été, il y a eu un pic, c'était là de 18 gigawatts, pardon, c'est pas des mégawatts. Donc on a de la ressource par rapport Très bien. Donc on est à la bonne cadence pour cette mutation, en tout cas. À la bonne cadence. Et puis, bien sûr, il faut toujours se projeter sur l'avenir. Je veux dire, une stratégie énergétique à long terme 2050 est nécessaire. Oui, et cela ne peut pas se faire sans le concours de tous, c'est-à-dire l'université, à travers ses chercheurs, à travers ses étudiants, son corps enseignant, contribuent aux efforts déjà planifiés par le gouvernement. Et c'est ce que vous faites actuellement. D'ailleurs, l'opportunité s'est présentée cette semaine pour nous de vous accueillir parce que vous êtes très attendu pour une formation que vous donnerez dans deux volets très importants par rapport à cette mutation, en l'occurrence donc la neutralité carbone et puis aussi l'économie circulaire liée à ça. Puisque les deux, en fait, vont ensemble. Je veux dire que si vous voulez faire de la neutralité carbone en 2050, il est important de passer par l'économie circulaire. Absolument. Sachant que l'économie circulaire, bien sûr, par rapport à sa définition, ce n'est pas le recyclage. Le recyclage, c'est une partie de l'économie circulaire. Tout à fait. Parce que l'économie circulaire, c'est pratiquement essayer de réduire la consommation, faire plus avec peu, si vous voulez. D'accord. Donc, on essaye de préserver les ressources. On essaye de faire beaucoup de partage. On essaye bien sûr de réparer quand c'est possible. On essaye de rénover
Et c'est tous ces cercles-là qui font que vous êtes dans une économie circulaire qui va quand même dégager un peu de déchets, c'est sûr. Par rapport à l'économie linéaire, c'est on prend des ressources, donc on fait de la transformation, on fabrique des produits, on les en, bien sûr, il y a du packaging, c'est une source importante, si vous voulez, de pollution. Et puis après, donc, on fait de la distribution, et il y a le consommateur qui achète, donc il va consommer. Et après la consommation, bien sûr, vient le déchet. Et dans l'économie circulaire, bien sûr, c'est le déchet, ce qui a été consommé devient déchet. Par contre, dans l'économie circulaire, on arrive pratiquement à réduire au minimum la production. On peut peut-être donner quelques exemples encore plus concrets de l'importance de cette économie circulaire, des exemples qui peuvent illustrer justement ce propos. Par exemple, on pourrait prendre un appareil ménager, on va dire, on peut prendre je ne sais pas, un mixeur par exemple. Il tombe en panne, généralement, bon, il y a un circuit qui est grillé, donc qu'est-ce que vous faites? Vous le jetez à la poubelle ou vous le mettez dans la cave. Alors que si vous avez un réparateur, il va lui donner une seconde vie. Donc on essaie d'allonger la durée de vie. Et en même temps, bien sûr, c'est une fois que supposons que vous passiez à l'achat d'un nouveau mixeur par exemple, à ce moment-là, donc il faudrait penser à réparer, à revendre éventuellement parce qu'il y a des... Voilà, à s'insérer dans tout un ensemble de mécanismes mis en place pour la récupération de ces appareils et de cette matière première qui est précieuse. Tout à fait. Très bien. Et d'ailleurs, comme exemple, j'ai par exemple un doctorant actuellement, on parle beaucoup de start-up, etc. Donc j'ai eu deux doctorants donc, qui ont eu ce label donc de start-up avec la thèse. Donc l'un de ces doctorants, par exemple, s'est équipé pratiquement pour faire du recyclage des e-waste. Enfin, c'est les déchets électroniques. Donc, que ce soit le smartphone, la télévision. Donc là, il s'est engagé là-dedans. Et pratiquement, c'est important à double titre, ou peut-être à triple titre. Parce qu'en fait, on évite la pollution, bien sûr, parce qu'il y a des produits toxiques à l'intérieur, c'est des déchets spéciaux dangereux. Ensuite, on récupère beaucoup de composants, des cartes, etc. Et en plus, on récupère des données, parce que supposez, par exemple, que vous ayez un ministère sensible, si vous voulez, et qu'ils vendent ces ordinateurs comme ça Voilà, et à ce moment-là, vous avez des données qui restent et qui peuvent être récupérées par contre, si on le fait ici en Algérie, par exemple, à ce moment-là, je veux dire, ces données-là devraient rester ici et ne partent pas vers Très bien, elles sont préservées. Oui. Elles sont préservées. Pour ce qui relève de l'empreinte carbone, où en est-on par rapport à toutes ces recherches de solutions et l'évolution vers tout ce qu'on appelle énergie propre? Oui, enfin, c'est très important. Je veux dire, l'empreinte carbone, il faut savoir bien sûr qu'elle s'adresse d'abord aux produits, aux services. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est bien sûr de faire des bilans carbone pour nos sociétés, etc. Doivent faire un bilan carbone qui va durer sur une année, par exemple, et à ce moment-là, voir quels sont les secteurs qu'il faudrait décarboner. D'accord. Donc, par exemple, si je prends le secteur... Justement, pour ceux qui ne connaissent pas la question, donc, comment leur expliquer l'utilité de cette analyse du carbone, justement, par rapport à nos entreprises ou nos institutions? Bien sûr, il faut revenir à l'origine, si vous voulez, de toutes ces actions. C'est les changements climatiques. Absolument. Ce matin, vous parliez un petit peu de la météo, qui était quand même... oui, un peu différente. Un peu différente pour cette saison. Pour cette saison, effectivement. Et bien sûr, il ne faut pas confondre bien sûr, le climat et la météo, parce qu'une météo, bon, vous pouvez avoir un temps sec pendant 2 mois, 3 mois, ça ne veut pas dire que le climat a changé. Par contre, il y a une tendance, quand on parle du climat, qui fait que la température la température moyenne au niveau des continents et des océans, par exemple, vous avez une élévation, par exemple, de 0,5 degrés, qui peut avoir une influence, effectivement, sur l'effet de serre, etc. Donc, cette histoire de changement climatique a fait que les gens ont tablé sur cette neutralité carbone, on va dire en 2050. Bon, l'Algérie n'a pas encore cet objectif-là. Elle a signé effectivement par rapport à l'accord de Paris pour réduire ses émissions de CO2 de 7% ou de 22% s'il y a du financement international. Mais on n'est pas, comment dire, parmi les pays vraiment qui
qui sont à l'origine de cette transformation climatique. Nous sommes plus Il faut dire qu'on est moins industrialisé que beaucoup de pays européens, par exemple. Nous sommes plus des victimes et même actuellement, avec tout le secteur pétrolier qui est très important, et le côté, bien sûr, production d'électricité, nous sommes encore un pays à faible émission. Ceci dit, bien sûr, maintenant, les gens essayent de vous... quelquefois, vous savez, vous voulez vendre une voiture d'occasion, vous allez venir voir les gens, ils vont vous essayer de rabaisser le prix au maximum. Donc Absolument. Nous, on essaye de nous dire que le gaz naturel n'est pas... C'est une énergie fossile, il faut l'enlever, il faut aller vers les énergies renouvelables. C'est vrai que les énergies renouvelables, c'est relativement propre, parce que ce n'est pas propre. Je veux dire que les technologies actuellement qui sont présentes utilisent en fait des énergies fossiles pour être fabriquées. Je veux dire, que ce soit les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, les centrales thermiques solaires, vous utilisez en fait l'électricité, le gaz naturel, le pétrole, le charbon pour les fabriquer. Donc elles ne sont pas propres à 100%. C'est pour ça qu'il faut aller vers l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire prendre le produit, par exemple, prendre tous les métaux qui étaient dans les carrières, par exemple, qu'on a pris avec les camions, les travailleurs, etc., le transport, le traitement, la transformation, jusqu'à la mort du produit. Je veux dire, on parle du berceau jusqu'à la tombe. Et c'est là où vous faites votre bilan, si vous voulez. D'accord. Et toute cette histoire, si vous voulez, de stratégie comme ça, de bas carbone, on va dire, elle repose sur il faut avoir un inventaire de vos émissions, secteur par secteur. Nous, on a commencé à le faire, je pense surtout au ministère de l'Énergie. Donc, il y a des équipes qui sont déjà en place. Au niveau de Sonatrach, Sonelgaz, on sait calculer. Mais après, il faudrait avoir un petit peu accès à la mesure et estimer, parce qu'on utilise en fait des tables qui sont valables pour des pays industrialisés et on n'a pas le même mix énergétique. D'accord. Nous, en Algérie, on produit notre électricité à partir pratiquement 90% de turbines à gaz. Par contre, vous prenez un pays comme, je ne sais pas, l'Espagne, par exemple, a beaucoup d'énergie renouvelable, mais utilise aussi du nucléaire, il utilise du gaz, notre gaz naturel, justement. Et là, vous n'avez pas les mêmes facteurs, c'est-à-dire, si vous fabriquez, par exemple, un smartphone en Espagne ou en Algérie, vous n'avez pas les mêmes émissions, pour être un petit peu, pour donner un exemple. D'où l'utilité d'avoir des équipes locales de recherche qui connaissent les spécificités du terrain, l'Algérie et ses composantes, etc. C'est un petit peu cela que vous essayez de faire avec vos équipes de recherche et aussi à travers ces cycles de formation qui permettent aussi la diffusion de l'information clé par rapport à l'évolution chez nous. Alors aujourd'hui, nous parlons aussi beaucoup de l'hydrogène vert et vous en parlerez prochainement, donc je pense au mois de février. Février 2024. Également, voilà. Il y a un congrès international donc, sur l'hydrogène vert pour le secteur industriel. Et là, bien sûr, actuellement, il est d'actualité puisque cette transition énergétique, surtout pour l'Algérie, peut s'envisager à travers cette production d'énergie, d'hydrogène vert qui n'est pas une énergie renouvelable. Hein, c'est juste un vecteur énergétique. Et à la base, bien sûr, si vous voulez faire de l'hydrogène vert, parce qu'actuellement, on utilise de l'hydrogène, on va dire gris ou bleu, par exemple. Vous savez, l'hydrogène a plusieurs couleurs comme ça, selon l'énergie qui a servi à le produire. D'accord. Donc, si vous voulez de l'hydrogène vert, il faut des énergies renouvelables, par exemple. Très bien, très bien. Et où en est-on par rapport à cela ? Donc pour l'Algérie, actuellement, bien sûr, on a pris un petit peu de retard, mais quelquefois, comme on dit, kolatla fait akhir, parce que finalement la technologie avance et vous pouvez profiter, par exemple, les panneaux photovoltaïques maintenant, entre ceux qui étaient dans le premier programme, lourd, 400 mégawatts par exemple, au niveau des hauts plateaux. Pratiquement, c'est des panneaux qui font 300 watts pic, on va dire. Et là, actuellement, je pense que la technologie a évolué, a ramené le même panneau sur la même surface, donc vous faites du 700 watts pic. Oui. Et c'est important parce que le problème des énergies renouvelables, c'est un problème d'espace.
Je veux dire, pour chaque... L'Algérie ne manque pas d'espace. Exactement. On a un désert immense. Donc pour chaque mégawatt, pratiquement, il vous faut 1 hectare, 2 hectares. Parce qu'en plus, il ne faut pas que les panneaux se gênent. Parce que vous pouvez avoir effectivement de l'ombre qui est portée sur l'autre panneau, ce qui arrête le fonctionnement du panneau. Oui. Et l'histoire de l'hydrogène vert, par exemple, en Algérie, ce qui est important aussi en termes de stratégie, c'est de pouvoir exporter vers l'Europe. Parce que l'Europe a déjà mis en place pratiquement des obligations pour travailler avec l'hydrogène vert d'ici la fin, on va dire, il me semble, 2030. Est-ce que nos industriels sont au courant de ces changements, de ces mutations, donc de ces obligations, de se mettre au diapason de ce qui se fait sur le plan énergétique? Si, certains effectivement, ont déjà pris les devants. Il y a des cimentiers, il y a tout ce qui est engrais, par exemple. Donc les gens ont pris un petit peu les devants. Pourquoi? Parce que d'ici 2025, surtout l'Union européenne qui est notre marché, je veux dire, nous sommes un des fournisseurs principaux de l'Union européenne en termes d'énergie, mais aussi nous exportons de l'acier, du ciment, on va dire de l'aluminium par exemple. Donc tous ces produits-là, en fait, l'Union européenne a mis si vous voulez, je dirais des barrières peut-être commerciales. Donc elle a mis au point ce mécanisme donc pour MACF, donc c'est une taxe carbone aux frontières en fait. D'accord. Donc vous devez avoir, d'abord pour chaque produit, par exemple pour ce smartphone, vous devez avoir son empreinte carbone. Et dès que vous l'exportez en Europe par exemple, on va voir sa fiche. S'il a une empreinte carbone très importante, on va vous taxer. Et là, l'Algérie doit se mettre à... Parce qu'on va vous dire... Et l'échéance, elle est à quel niveau, là? Si, ça commence maintenant déjà pour tout ce qui est reporting. Moi, ça commence déjà à la fin de l'année. Mais sinon, pour l'obligation... 2025, il me semble, non? Fin 2025. Voilà. Et à ce moment-là, vous êtes obligé soit de réduire l'empreinte carbone, soit d'aller acheter des certificats verts pour pouvoir... ou là, vous plantez une forêt, par exemple. À ce moment-là, pour pouvoir passer donc, ces frontières. Et maintenir donc la cadence du marché donc, qui nous relie à l'Europe actuellement. Donc, tout à fait. Et l'Algérie est bien positionnée, je veux dire stratégiquement, géographiquement, peut-être historiquement, etc. Nous avons été peut-être l'un des... Les communications sont touchées aussi par cela. Algérie Télécom est en phase justement d'aller vers cette énergie verte, mais de quelle manière ils opèrent justement? Expliquez-nous. Tous les opérateurs... Quel est l'intérêt d'aller vers cette énergie pour une entreprise par exemple comme Algérie Télécom? Tous les opérateurs internationaux pratiquement, que ce soit en Amérique, en Europe, etc., donc se sont déjà convertis en partie. Donc ils ont enlevé, si vous voulez, pour alimenter leur data center. Sachant que, bien sûr, le problème des télécommunications, c'est que c'est comme dans c'est comme l'Internet, je veux dire. Vous consommez énormément d'énergie. Oui. Donc, maintenant, c'est important, si vous voulez, parce qu'il va se mettre en place une certaine réglementation. Peut-être qu'il va vous, encore une fois, faire ce carbon pricing qui va vous faire en sorte que vous ne serez plus concurrentiel par rapport à d'autres opérateurs. D'accord. Donc, ils sont en train de mettre en place donc pratiquement une combinaison entre hydrogène vert et piles à combustible pour remplacer les groupes électrogènes qui marchent au gasoil, par exemple, pour remplacer les batteries, parce que ça prend beaucoup de place. C'est pas très fiable parce que, par exemple, aux États-Unis, quand il y avait le cyclone Katrina, par exemple, certains data centers, par exemple, ont eu des problèmes d'alimentation, alors que ceux qui étaient donc, équipés de piles à combustible hydrogène donc, ont répondu en quelques secondes donc, à la coupure d'électricité. Et en même temps, bien sûr, vous avez le côté émission donc, qui est pratiquement... qui réduit au maximum. Pratiquement, vous avez zéro émission. Très bien. Très bien. Et ça, c'est important parce que les gens après... c'est ça aussi qui manque peut-être en Algérie, c'est au niveau de la finance verte. L'accès au financement, donc il nous faut des spécialistes. Et en même temps, les gens qui puissent effectivement, comme une bourse, je veux dire, des gens qui vont pratiquement faire des transactions, mais il faut être rapide, avoir beaucoup d'expérience. Parce que là, vous pouvez vendre, par exemple, le barrage vert qu'on a pratiquement été les premiers à faire. Je veux dire, maintenant, l'Afrique, il y a la muraille verte, etc. Eh bien, ce barrage vert peut
En fait, il y a une certaine somme d'argent avec des crédits verts, etc., que l'on peut utiliser pour, par exemple, faire des projets énergie renouvelable. Très bien. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment qu'il y ait une concertation à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est pour ça que vous serez donc prochainement à la tête je dirais, à la clé de cette information que vous allez diffuser lors d'une formation proposée par un institut privé donc, qui travaille dans le domaine, dans le secteur en particulier. Très bien. Donc, ça va être pratiquement une formation de 5 jours. Donc, notamment, c'est l'initiation donc, au calcul du bilan carbone, l'empreinte carbone, à travers notamment les normes, donc c'est des normes ISO, donc qui portent sur tout ce qui est émissions carbone, comptabilité, management des émissions carbone. Et en même temps, bien sûr, on parlera aussi d'analyse de cycle de vie et d'économie circulaire. Parce qu'en fait, l'économie circulaire, en réduisant un petit peu la consommation, on va jouer un petit peu sur la sobriété. C'est un terme qui est très utilisé. Ou bien dans certains utilisent le mot suffisance. En Algérie, on parlerait peut-être entre guillemets, de qana'a, par exemple. C'est-à-dire, au lieu de, chez moi, par exemple, au lieu de faire de la surconsommation, ben, je vais réduire au minimum, c'est des minimalistes d'ailleurs, au minimum ma consommation. Et cette sobriété, bien sûr, peut être volontaire. Je le fais volontairement parce que je suis conscient. Une austérité consciente. Voilà, mais elle peut être subie. Elle peut être subie. Un exemple, bien sûr, c'est ce qui se passe les ressources hydriques, par exemple. Les ressources hydriques. Lorsqu'elles manquent. Ou ce qui se passe actuellement, justement, l'actualité, avec le peuple palestinien, c'est qu'on l'a réduit dans une cage. Et automatiquement, les gens, bien sûr, font dans la débrouille, ils font du recyclage. On a peine à imaginer la situation, comment est-ce qu'on peut vivre privé d'électricité, de gaz, de ressources hydriques. Tout a été coupé, un blocus terrible donc, qui bafoue toutes les règles, je dirais, humanitaires. Et même les lois de la thermodynamique. Je veux dire, nous, en tant qu'universitaires, en thermodynamique, on vous apprend qu'un système qui est fermé ne produit rien, ne peut pas produire du travail. Donc il doit échanger des flux de matière, de l'énergie pour pouvoir être utile comme une turbine, une pompe, etc. Absolument. Donc quand on voit cette bande, moi je dis la cage de Gaza, qui est en fait la Palestine, je veux dire occupée, c'est pratiquement un système fermé. Et on se demande comment est-ce que ces gens-là ont construit... Comment ont-ils résisté autant d'années? Absolument. Absolument. En tout cas, merci infiniment, donc, professeur Kamel Mohammadi. Donc, avec vous, on a pu parler de l'évolution vers les énergies nouvelles, vers le développement durable. Et je vous souhaite bon vent pour cette formation qui aura lieu au niveau de l'Institut, rappelons-le, donc... c'est fin octobre au niveau... Oui. Donc c'est l'Institut de formation Somantix. Donc ça va avoir lieu donc vers le 23, 24, 25, 26 octobre normalement. Sinon, bien sûr, ceux qui sont intéressés peuvent aller chercher le site de Somantix donc, pour voir le programme. Et sinon, pour le Congrès international sur l'hydrogène vert, donc, qui sera, lui, coordonné par le Forum algérien de l'énergie et de l'industrie, donc, où nous sommes membres. Ce forum-là, justement, est une interface entre l'université et l'industrie. Et donc, lui, il va organiser donc, vers février. Normalement, ça va se dérouler au centre des conventions d'Alger, donc avec des intervenants qui viennent pratiquement du Canada, de France, d'Algérie, bien sûr. On parlera beaucoup d'hydrogène, de verre, de piles à combustible. Et il y aura un panel qui intéressera certainement les étudiants et puis aussi tous les professionnels intéressés et par la question justement du renouvellement énergétique. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci infiniment et bon vent pour tout ceci. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Vous l'aurez compris depuis le début de cette émission. Nous l'avons consacré et puis nous avons une pensée pieuse à tous les martyrs de Gaza actuellement tombés donc, sous les bombardements cruels donc, de l'offensive israélienne. Alors aujourd'hui nous en parlerons
tout à l'heure avec un intervenant qui nous permettra d'avoir un éclairage sur la situation qui prévaut, une situation des plus préoccupantes. Mais avant justement de rejoindre notre interlocuteur, je vous propose de suivre cette belle voix de Palestine, Zaïd Abdallah en l'occurrence, et nous nous retrouverons juste après. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني بأرضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابج ما عفتو يا فلسطيني ترابج ما عفتو والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني برضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابش ما عفتو يا فلسطيني ترابش ما عفتو شدوا بعض شدوا Et voilà, nous reprenons donc l'antenne après cette très belle chanson qui nous emmène droit vers Gaza. Gaza, donc cette prison à ciel ouvert qui subit l'impensable actuellement. Pour en parler, pour aussi avoir un regard dans le rétroviseur par rapport à ce passif lourd que subit Gaza depuis des années, nous avons le plaisir d'accueillir notre rédacteur en chef, en l'occurrence Yazid Eid Mahidine. Bonjour Yazid. Bonjour Radia. Merci de nous permettre d'avoir ce démarrage éditorial par rapport à cette situation très préoccupante à Gaza. Absolument. Donc, c'est pour faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé, de la genèse donc, de la résistance palestinienne. Il faut remonter donc en 1917, le jour où il y avait ce sinistrement célèbre Balfour qui a donné un foyer pour les Israéliens. Absolument. En fait. Ça a commencé par cette traîtrise, en fait. Le fait que Balfour a carrément donné une partie de la Palestine aux Israéliens. Tout à fait. Et par la suite, la résistance palestinienne a commencé, les expropriations ont commencé jusqu'à l'année 1948, l'année de la création de cet État, de cette entité sioniste. D'accord. Et à partir de là, en fait, en 1948, il y avait toujours de la résistance, il y avait toujours, les Palestiniens ils étaient toujours là. Absolument, malgré tout ce qui se dit, malgré tout déjà, ce qui a été prétendu. Dans les années 30, pour faire face à l'organisation
terroriste de Haganah qui a commencé à collecter de l'argent, qui a commencé à acheter des terres, qui a commencé à s'armer, qui a commencé à agir comme une entité terroriste contre les paisibles citoyens palestiniens, musulmans et chrétiens, tout à fait. parce qu'il y a aussi une communauté chrétienne qui a été aussi harcelée, qui a été expropriée, qui ont subi l'errance en fait. Ils ont subi l'errance de pays en pays, vers les pays, vers le Chem, vers les pays voisins, vers la Syrie, vers le Liban. Et en fait, ça a commencé avec cette entité terroriste, le Haganah, qui a commencé déjà à faire pression, à réprimer, à chasser. Il y avait une chasse à l'homme, en fait, dès les années 30. Et dès les années 30, déjà, il y avait cette résistance palestinienne. On parle de Al-Qassam, qui est parmi les premiers résistants palestiniens, en fait, contre l'intégrité territoriale et contre l'occupation. Donc, déjà en 1948, déjà l'ONU a commencé à pondre des résolutions contre l'occupation pour le retrait, pour le retour des réfugiés, parce que ceux qui sont réfugiés, ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé leur passé. C'était vraiment, les gens ont quitté parce qu'ils ont été forcés, c'était face à la guerre, c'était face à des situations dramatiques. En fait, ils étaient obligés de partir, de vivre l'errance, en fait. Absolument. Et après, il y a eu quand même d'autres situations après la guerre. Et face à cela, nous avions des colons de plus en plus nombreux qui s'installaient dans les territoires. Oui, je voulais revenir à ça parce qu'ils gagnaient du terrain pendant que les Palestiniens étaient... Oui, parce qu'en 1948, d'ailleurs, après en 1967, donc la guerre de 6 jours, il y a eu l'occupation de... C'est là où il y avait l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie. Donc les territoires actuels qui forment l'autorité palestinienne, que Israël a divisé, elle a créé un véritable non-territoire en fait. C'était avec tous les checkpoints qui existent, donc il n'y avait pas une suite territoriale pour dire qu'il n'y a pas d'État palestinien, bien que l'autorité palestinienne existe suite aux accords d'Oslo où ils ont récupéré la Cisjordanie et Gaza. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'après après la guerre de 6 jours, après 1967, il y a eu quand même une résolution du Conseil de sécurité, la 242, qui exige le retrait de l'armée israélienne de ces territoires. Donc Gaza, la Cisjordanie, et puis les autres territoires, au Liban, le Golan, parce qu'il y a aussi des territoires qui sont occupés suite à une guerre, suite à cette guerre de 6 jours de 1967. Et après, en fait, pour les mettre dans le fait accompli, il y avait cette colonisation, ces colonies, surtout en Cisjordanie, parce que en Cisjordanie aussi, il y a cette expropriation. Ils ont même pris des oliviers millénaires, ce symbole de la Palestine, ont été vraiment expropriés. Des femmes qui voulaient pas, qui étaient liées viscéralement à cette terre, en fait. On parlera donc de provocation de la part de l'entité sioniste. Oui, de la provocation, même s'il y avait des jugements. Et qui continue, qui se poursuit à ce jour. Oui. Après, le drame Razaoui. Et il y avait la première intifada en 87 où des jeunes jetaient des pierres. Et aujourd'hui, ces jeunes, Kebro. Tout à fait. La une d'un journal palestinien qui dit... les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi. Et les enfants d'aujourd'hui ont grandi. Ils ont compris qu'ils doivent récupérer leurs terres, en fait. Donc, parlons de Gaza qui est un territoire, un petit territoire. Il y a une densité démographique la plus importante au monde. Et cette densité est obligée de vivre dans un périmètre qui ne dépasse pas les 400 mètres carrés, les 400 km carrés. Et dans tout cela, il y a un blocus sur la nutrition, sur l'électricité, sur l'eau. Et ça, c'est grave. Et même le programme alimentaire mondial. Je me rappelle, il y avait le siège se poursuit déjà depuis 17 ans. Depuis c'est énorme. 17 ans, 17 ans de siège, avec des guerres.
Des guerres au milieu. Depuis 17 ans et la colonisation depuis 75 ans. En fait. Depuis 75 ans, ça se poursuit. Donc même le programme alimentaire mondial a alerté plusieurs fois. Ils ont pondu des résolutions contre le comportement de l'entité sioniste, notamment par rapport à ce blocus, par rapport en fait à cette façon de sanctionner tout le monde, de réprimer tout le monde, de mettre tout le monde sur... de ne pas respecter les civils, de ne pas respecter le droit humanitaire international, et ça c'est grave. Oui. Et puis sans parler aussi des prisons, parce qu'il y a des milliers de prisonniers palestiniens qui subissent l'horreur dans les prisons. Ils n'ont même pas droit à la défense, ils n'ont même pas droit à la visite, ils ont droit à rien du tout en fait. Très bien, on bafoue les droits humanitaires à tous les niveaux, sous le regard vraiment silencieux de l'opinion internationale, en tout cas. Oui, et les Nations Unies en fait ont promulgué pratiquement plus de 140 résolutions depuis 1948. Depuis 1948, d'ailleurs, la 194, c'est une résolution qui exige d'Israël le retour des réfugiés et leur indemnisation. Leur indemnisation. Parce que ces gens-là étaient chez eux, étaient dans leur maison, étaient avec leurs souvenirs, leur vie. Ils étaient obligés de partir, c'est le déracinement. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain, cette noblesse palestinienne s'est retrouvée du jour au lendemain dans des camps de réfugiés au Liban. Oui, ça et même au Liban, ils ont subi avec ces exactions. Les exactions à Sabra Shatila et puis à Bordjul Baradjina. Et avant, à Dir Yassin aussi, c'est des massacres qui restent. C'est pratiquement on peut dire que c'est des tentatives génocidaires en fait. C'est pour carrément nettoyer, c'est la solution finale. Ils voulaient en finir en fait avec un peuple. Et ne jamais accepter l'existence d'un État palestinien dans cette terre. En tout cas, nous avons Yezid Ait Mahidine, la régie qui nous propose une vidéo qui nous permettra de rebondir sur d'autres aspects. On revient juste après ceci. Palestine's been occupied for decades, but a home for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow, and nurture the symbol of peace. The olive trees guaranteed that our people could eat. Living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain? Take a look at the people's faces. Imagine being kicked out of the only house you ever known. We're praying for our souls while they're praying on our homes. It's not easy to put this into words. Looking at my baby sister, is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same. Denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land, won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life. Because my only mission is to make people listen. This one's for Sheikh Jarrah, hoping it can make a difference. Cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted and forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed. They can never return, so that's where I am today. Getting calls from cousins to see if I am alive. This year is not fireworks that are lighting the sky. We're trying to celebrate an Eid and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made. Voilà, c'est ce jeune rappeur Abdul, qui marque les esprits, effectivement. Mais ce qui me marque le plus, c'est ce qu'il y a derrière lui. C'est cet arrière-plan d'une Raza complètement à terre. Et c'est un petit peu ce scénario qui se répète à chaque fois. Oui, mais au-delà de ce qu'on voit, c'est la Palestine qui émerge. Oui, tout à fait. C'est cette voix de cet enfant qui est là. Absolument. Parce qu'ils l'ont bombardé mille et une fois. Mais ils sont toujours là. Oui. En rappelant que Gaza est l'une des régions sur le plan démographique c'est une démographie spectaculaire en fait. Oui. Il y a des renaissances et des renaissances malgré les obus. Voulu et souhaité parce ils sont conscients qu'ils offrent des martyrs à leur patrie. Effectivement. Non, c'est un instinct de survie parce qu'ils sont là. Parce
Parce qu'il y a aussi une natalité et la jeunesse, elle est là. C'est l'une des régions aussi les plus jeunes au monde, en fait, malgré qu'ils sont dans un territoire fermé, en fait. Parce qu'ils ont pratiquement trois accès. Un accès vers l'Égypte et 2 accès vers Israël. Et ces accès, quand on les ferme, il n'y a rien. C'est le blocus total, effectivement. Ni eau, ni électricité, ni médicaments, ni alimentation pour les hôpitaux, etc. C'est même l'ONU, même l'office de l'ONU, l'UNRWA, le garant des droits de l'homme. Même l'ONU, des fois, se retrouve démunie, en fait, face à ce blocus. L'arrogance d'Israël, en tout cas. Aujourd'hui, cet enfant rappeur Abdul est une icône, en fait. Et le drapeau palestinien transcende tout. Aujourd'hui, on ne parle pas de la résistance palestinienne, le Fatah ou le Hamas, etc. On parle de la Palestine parce qu'Israël a misé sur la séparation entre Gaza et la Cisjordanie. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui est là à demander Peace for Israël. Et justement, les images viennent de passer, Yazid, pendant que vous vous exprimiez. Il y avait cet élan solidaire par rapport à la Palestine dans différentes capitales du monde. Bruxelles aussi, par exemple. 3000 manifestants sont sortis dès les premiers jours pour dire non à cette agression massive sur la population gazaoui. Parce que, en fait, il y a eu certains cercles un peu vicieux qui sont là à critiquer en fait l'attaque de la résistance palestinienne contre Israël. À la minute près, ils étaient là à réagir. Mais depuis plus de 15 ans que Gaza est bombardée, c'est le silence radio. Et puis la crise ukrainienne récente a démontré les 2 poids 2 mesures par rapport à l'opinion internationale, dans la mesure où l'application des sanctions tombe beaucoup plus rapidement, les réactions sont beaucoup plus vives et on est plus réactif face à une crise pareille. Et par contre, on passe sous silence la question palestinienne. Oui, parce que en fait, ça a démasqué un peu ces hypocrisies en fait occidentales, ceux qui font un peu le 2 poids 2 mesures, comme vous le dites bien. Et en fait, également, c'est que aujourd'hui, cette logique de guerre que Israël a voulu, en fait, elle a opté pour cette logique de la guerre. Maintenant, elle en demande encore plus, et les Palestiniens sont là à demander le droit à l'autodétermination. C'est le droit à l'autodétermination. Et toutes les résolutions... La levée des injustices. Oui, c'est une occupation qui dure depuis 75 ans. Oui, absolument. Ils ont essayé par le biais des accords d'Oslo de fabriquer comme ça une autorité, mais avec deux entités, etc. Mais ce que cherche le peuple palestinien, c'est un État indépendant dont la capitale est Al-Quds. Absolument, tout à fait. Donc, on continue de voir des images, des réactions aussi par rapport à cette situation très préoccupante. Donc, tout de suite, je pense qu'on a une intervenante espagnole. J'attends la confirmation de la régie par rapport à cela. Oui, ça y est. Donc la vidéo est prête, oui. Oui, en fait, c'est toujours dans cet élan de solidarité avec le peuple palestinien. Il y a ces images un peu de ces réseaux de sympathie de la Palestine qui ont sillonné quelques rues de cette ville, donc un peu partout en Europe, et ils ont chanté la célèbre chanson en ajoutant Palestine, Palestine. Palestine, Palestine. Oh Palestina, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 we are riding for Palestina. Don't ever, I don't remember, sorry. We are boycotting for Palestina. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 we are boycotting for Palestina. Don't buy your dates in Israel. We are divesting for Palestina.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. We are divesting for Palestina. Don't sell your arms to Israel. Call for sanctions, sanctions on Israel. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. We call for sanctions, sanctions on Israel to happen now, 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 now. We call for sanctions, sanctions on Israel to happen now, 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 now. Viva, viva! Palestina! Viva, viva! Palestina! Viva, viva! Palestina! Oui! Gloire aux martyrs de la Palestine et puis respect à tous ces combattants épris de justice, épris de liberté qui tentent justement une percée dans un blocus incroyable dont on parle aujourd'hui avec Yezid Ait Mahieddine, notre rédacteur en chef, qui a voulu justement ce regard dans le rétroviseur et à travers l'histoire justement, le cheminement de la résistance palestinienne. Oui, la résistance palestinienne, donc, elle a commencé déjà dans les années... déjà, j'ai dit que c'était l'Al-Qassem dans les années 30, mais après, le projet national palestinien a pris forme avec l'OLP, avec l'icône Yasser Arafat, qui était parmi les premiers à prendre les armes. À fédérer avec le Fatah, avec tous les grands du Fatah qui étaient là, d'ailleurs. L'un des grands du Fatah, Al-Barouti, qui est toujours en prison en Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, cette résistance est là, et les jeunes Palestiniens sont là aussi. Donc, à faire face à l'arsenal de guerre israélien qui utilise tous les moyens. Et puis, et puis surtout, il réprime dans un silence la communauté internationale. Un mutisme qui dure trop longtemps. Oui, malgré toutes les résolutions. Je dis bien plus de 140 résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies, et même les grandes organisations internationales, dont Human Rights Watch, qui a déjà dénoncé ce qui se passe actuellement à Gaza, tout le blocus et tous les bombardements qui touchent les écoles, qui touchent les enfants, qui touchent les crèches, qui touchent les installations de base, les installations de vie, les hôpitaux, toutes les commodités. Donc, c'est une sanction collective. Collective, absolument. En tout cas, nous avions annoncé, en début d'émission, que nous allions entrer en contact avec un représentant justement de la diplomatie palestinienne à l'étranger. Il est premier conseiller justement à l'ambassade de Palestine à Bruxelles. Il a tenu à témoigner auprès du public algérien de ses réactions palestiniennes et aussi des réactions de la diplomatie internationale, justement lui qui est bien placé pour en parler, pour avoir été l'auteur de Raza dans les coulisses du mouvement national palestinien, dont il est auteur et qui a été traduit également en plusieurs langues. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous, Monsieur Hassan Balaoui. Bonjour. Bonjour, salam alaikum, madame. Merci de m'avoir accueilli sur votre chaîne, la chaîne algérienne que je considère comme ma chaîne. Oui, nous vous considérons comme un grand frère également et nous sommes heureux aussi à travers vous d'avoir le regard des Palestiniens par rapport à cette situation qui prévaut à Gaza. Donc cette crise humanitaire qui s'annonce très dure pour les Gazaouis. Et puis, mais avant, à l'origine d'abord, cette réaction du Hamas, comment avez-vous donc perçu cela? Quelle a été votre réaction ainsi que la réaction des Palestiniens dans le monde par rapport à ce qui se passe? Bien sûr. D'abord, un mot rapide sur la situation humanitaire sur place. Vous savez, le ministre de la Défense israélienne l'a clairement dit. Il a dit que les Palestiniens à Gaza, ce sont des animaux humains et qu'il veut couper l'électricité, l'eau, alimentation, tout. Comme vous savez, Gaza, c'est une petite surface de 365 km sur laquelle
vivent plus de 2 millions d'habitants, ce qui représente la densité démographique la plus élevée du monde. Mais il faut savoir que déjà Gaza, il se focus depuis 17 ans. Et donc quand le ministre de la Défense israélien indique qu'on va couper l'électricité sur Gaza, l'électricité arrive 1 heure ou 2 heures par jour dans la bande de Gaza depuis 17 ans. Et des fois, certains jours, elle n'arrive même pas. Je parle en connaissance parce que j'ai une famille qui habite à Gaza et moi-même j'étais à Gaza il y a quelques années. Et donc la situation est dramatique. Ce matin j'étais en contact avec ma sœur qui me dit que cette fois-ci ils utilisent véritablement des centaines de missiles qui sont lancés en même temps sur la bande de Gaza. Aucune maison n'était épargnée, aucun quartier. Ils frappent partout. Plus que ça, elle me dit qu'elle ressent, parce que ma sœur a vécu les 5 dernières guerres à Gaza, elle me dit aussi que là, ils sont en train de sentir le gaz. Les forces d'occupation israéliennes utilisent aussi et diffusent le gaz. Et donc, elle me dit qu'on se sent un peu avec le gaz qui nous gêne beaucoup, sans parler de ces avions, de ces missiles qui s'abattent chaque minute sur la bande de Gaza. Ça ne s'est jamais arrivé, même durant les 5 dernières guerres. Et donc nous sommes en face, si vous voulez, d'une volonté officielle déclarée. Avant, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils disaient dans les autres guerres? Ils disaient, oui, on va cibler des bases militaires de la résistance palestinienne, de Hamas, de Djihad, de Sisi, de cela. Non, cette fois-ci, non. Ils vous disent clairement que la bande de Gaza, la population, ce sont des animaux et ils vont payer très cher. Et d'ailleurs, vous avez vu hier ce qui se passait. Ils ont toujours payé le tribut justement de toute cette domination injuste, injuste et aussi très très féroce de l'entité israélienne qui agit dans l'indifférence totale sous l'indifférence totale de la communauté internationale. Tout à fait, madame. Mais ce qui nous vaut cette fois-ci, c'est que le gouvernement israélien assume officiellement sa politique. Avant, il disait non, nous, on veut épargner les civils, on veut toucher juste les militaires. Cette fois-ci, non. Ils assument, ils le disent clairement. Et pourquoi je raconte cela? Je raconte cela parce que il y a beaucoup de chancelleries internationales qui sont émues, soi-disant, de cette attaque barbare, ce qu'ils appellent, eux, la braverie à visage nu, contre les civils israéliens. Ils sont tristes et ils pleurent ce qui se passe du côté israélien. Et pas un seul mot ce qui se passe côté palestinien, où nous avons jusqu'à ce matin plus de 700 martyrs, dont une centaine des femmes et des enfants. Et la liste s'alourdit. Les avions israéliens touchent des hôpitaux, touchent des mosquées, touchent des logements, touchent tout. Tout objectif à Gaza aujourd'hui est atteint par le bombardement israélien. Maintenant, en dépit de tout cela, si les Israéliens pensent qu'ils vont écraser notre résistance, s'ils pensent qu'ils vont nous avoir, ils s'en trompent complètement. Ils ont tenté dans le passé, lorsque la résistance palestinienne était en Jordanie, ils ont envahi la Jordanie. Il y a eu la bataille d'Al-Kalam en 68. Au Liban, ils ont fait plusieurs invasions au Liban, y compris celle de 82, avec le massacre de Sabra Shatila dont ils sont responsables. Ils ont pensé qu'ils ont terminé avec la résistance palestinienne, avec l'OLP. Non, ils se trompent. Quelques années plus tard, il y a eu le premier intifada. Ils sont allés même à Tunis. À Tunis... oui, il y a eu des attentats. Ils sont allés à Tunis où ils ont bombardé le siège de l'OLP. Ils ont tenté une centaine de fois d'assassiner Arafat. Ils ont assassiné beaucoup de dirigeants, dont Khalid El-Wazir Abou Jihad, qui était chez vous en Algérie, qui était le premier directeur de bureau de l'OLP ou du mouvement de Fatah en Algérie en 62. Donc, c'est une politique qui se trompe. Ils peuvent assassiner des centaines, des milliers de Palestiniens. Ils peuvent assassiner des dirigeants, des militants, des résistants palestiniens. Il y aura d'autres qui vont venir tout de suite. Donc le peuple palestinien, il va continuer. Comme vous en Algérie. Vous en Algérie, vous avez mis plus d'un siècle
et vous avez donné plus d'1,5 million martyrs, et finalement, vous avez eu votre indépendance. Nous suivons exactement votre chemin, madame. Nous allons arracher l'indépendance qu'il veuille ou non. Nous sommes déterminés à poursuivre la lutte. Et ce qui se passait à Gaza aujourd'hui, c'est dans tous les calculs politiques, militaires, stratégiques, c'est déjà une grande victoire que des résistants, que des militants palestiniens arrivent à franchir la RS et arrivent à capturer des soldats, une centaine de soldats, d'officiers qui sont aujourd'hui des otages dans la résistance palestinienne. C'est énorme. Ça ne s'est jamais passé. Oui, c'est inédit donc de pouvoir faire cette percée dans une enclave la plus surveillée au monde, effectivement, et d'arriver à offrir aux Palestiniens ce sentiment de fierté. On le sent, est-ce que vous confirmez? Est-ce que les Palestiniens aujourd'hui sont fiers de par le monde? Écoutez, moi, je vais vous parler des sentiments de gens de Gaza, que je connais. J'ai appelé des amis à Gaza, qui m'ont raconté toute la souffrance. Qui me disent, on ne sait pas si nous avons remis notre destin à Dieu, on ne sait pas si on va vivre ou pas vivre. Mais, en dépit de tout, nous sommes très fiers de ce qui est arrivé. Même s'ils font quoi que ce soit. Okay. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous avons marqué. Nous avons donné à les Israéliens une défaite écrasante. Ils s'attendaient à ce qu'on soit isolé, qu'on soit cassé, divisé, avec tous les problèmes que nous avons aussi au sein de la société palestinienne et dans la scène politique palestinienne. En dépit de tout, nous avons marqué une victoire importante. Nous avons réussi à mener une défaite contre l'armée la plus puissante dans la région. Et c'est un échec sécuritaire, militaire, de renseignement à tous les points des Israéliens. Comment ces Palestiniens encerclés. Vous savez, moi j'étais à Gaza, j'ai vécu à Gaza, je connais très bien le poste de frontière de RS. Les Israéliens, ils ont dépensé presque 1 milliard autour de ce poste de frontière de RS avec des caméras, des surveillances, mais vraiment tout. L'oiseau ne peut pas franchir. Rien ne peut franchir sans leur permission. Que des combattants arrivent avec leurs moyens relativement modestes à franchir, à casser, à rentrer là-dedans et à mener des batailles et à prendre des otages, 100, 200, y compris des militaires. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme sur le plan. Et jusqu'à présent, de temps en temps, je suis des débats sur les télés françaises qui amènent des stratèges, des militaires. Ils s'interrogent comment cela est passé. Ils font la comparaison avec ce qui se passait en 1973, lorsque l'armée égyptienne et l'armée syrienne ont mené la guerre d'octobre, la guerre de Ramadan, contre l'armée israélienne. Sauf que là-bas, en 1973, vous avez 2 États, vous avez 2 armées, l'armée égyptienne et syrienne, vous avez 2 États avec 2 armées qui ont mis. Là, non, ce n'est pas une armée, ce n'est pas un État, c'est un mouvement de résistance. Je crois que les stratèges militaires vont un jour étudier cette expérience. Allô? Belaoui, depuis quelque temps, on assiste justement à une politique de 2 poids 2 mesures à l'échelle diplomatique. Vous qui êtes diplomate, on voudrait votre regard par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que cette situation va débloquer les choses, va enfin permettre à la cause palestinienne de refaire surface dans les discussions internationales sur le plan diplomatique? Nous, notre discours diplomatique palestinien est très simple. C'est de dire que ce qui arrive aujourd'hui en Palestine avec ces dimensions régionales, car aussi, il faut voir ce qui se passe aussi à côté, ce qui se passe au sud de Liban, c'est que c'était prévisible. Il faut vraiment être aveugle et sourd, humainement, politiquement et moralement, pour ne pas s'attendre à ce qui s'est passé. Peut-être pas avec dans cette dimension, mais tout ce ça fait des années, des mois, et il n'y a pas très longtemps que notre président Mahmoud Abbas, que toute la société palestinienne disent que la politique que mène Israël sur le terrain, par rapport à Jérusalem, par rapport à Cisjordanie, de confiscation, de destruction des maisons, d'assassinat, de répression, cette politique ne peut que conduire à l'explosion. Et finalement, l'explosion a lieu. Donc, nous disons à tous les diplomates européens qui ne voient pas, qui nous disent « oui, mais vous devez condamner Hamas, ce qu'elle a fait, c'est ignoble, ceci,
cela, etc. Et c'est des civils, etc. etc. Nous dit, écoutez, c'est l'occasion, ce qui se passait, ça donne l'occasion à la communauté internationale de respecter, de honorer ses engagements en Palestine. Car la question palestinienne, c'est la première question internationale qui a été créée justement par les Nations Unies. Rappelez-vous, chère madame, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution de partage de Palestine en deux États. Seul l'État d'Israël est né, l'État de Palestine n'est pas né. Et donc, ce sont les Nations Unies qui portent une responsabilité juridique, politique, morale lourde de la création de drames palestiniens. Donc, c'est aussi à cette communauté internationale, à l'ONU, de tout faire pour qu'il y ait un État palestinien. Et donc, pourquoi, dans le dossier Ukraine, je veux dire, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, même pas une semaine, sans sanctions. 600 sanctions ont été prises contre la Russie, à tous les plans. À tous les plans. Pourquoi les États de l'Occident se précipitent et à donner des armes à l'armée ukrainienne? Et pourquoi dans le dossier palestinien, rien n'avance, aucune sanction? Le président Mahmoud Abbas dit, comme vous avez rappelé tout à l'heure, l'un de vos invités a rappelé qu'il y a des centaines de résolutions de la Nations Unies sur la question palestinienne. Le président Mahmoud Abbas dit, donnez-moi une seule résolution appliquée dans le cadre de conflit de la question palestinienne. Une seule. Il n'y en a pas eu. Et donc là, il y a cette hypocrisie, il y a ce deux mesures, et c'est le moment aujourd'hui de revoir cette politique. C'est ce que nous disons systématiquement à tous les diplomates européens que nous rencontrons. Merci infiniment, donc Hassan Balaoui, pour ce témoignage par rapport à ces enjeux et à cette situation qui prévaut à Gaza. On a été ravis de vous recevoir ce matin à partir de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes le premier conseiller de l'ambassade de Palestine en Belgique et que vous êtes l'auteur de Gaza dans les coulisses du mouvement national palestinien, un livre qui permet justement d'avoir un regard sur le cheminement de la résistance palestinienne. Merci infiniment et gloire aux martyrs de la Palestine. Merci. Nous continuerons de parler de la Palestine autrement, mesdames, messieurs. Donc on va dans un moment recevoir un chanteur, un choriste donc, qui porte dans son cœur cet amour pour la Palestine et qui l'exprime par sa voix. Et puis avant, donc, on va aussi découvrir une très belle voix qui a marqué les esprits pendant des années, des générations ont aimé cette chanson de Fayrouz qui rend
Pas oublier, elle est indélébile cette chanson, elle est immortelle, elle a incarné toute la résistance et la souffrance du peuple palestinien. Et quoi de mieux pour en parler qu'un chanteur et interprète? Avec nous ce matin, l'artiste Yahyaoui est avec nous, donc il est chanteur lyrique et il a voulu témoigner aussi de son élan de solidarité par rapport à ce qui se passe à Gaza. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Donc je vois que c'est très important de mentionner que dans toute cette résistance du peuple palestinien et du peuple ghazaoui aujourd'hui, il y a aussi une résistance culturelle, une résistance artistique qui a toujours accompagné la cause palestinienne. Absolument, Mohamed Yassine Yahyaoui. Donc, vous êtes très touché par ce qui se passe en Palestine, pas depuis cette récente crise, mais depuis, je pense, votre tendre jeunesse. Exactement, je me souviens depuis le lycée, donc j'apprenais des poèmes de Mahmoud Darwish, je lisais Hussein Jamil al-Barghouti, donc c'était vraiment une culture que j'ai développée en chemin faisant et en m'intéressant davantage à la cause palestinienne. En 2021, il y avait aussi des attaques, comme on voit toujours, sur le peuple ghazaoui spécialement. Donc j'ai pris l'initiative avec Imaddin Medadi, mon ami, et Sidi Ali Ahmetosh qui était le réalisateur, et Nassim Kahoulou, un groupe de musiciens, et on a réalisé une musique, on a repris un chant populaire palestinien, Yamma Mouel el Hawa, et on l'a interprété à votre manière, à votre sauce. Donc avec un vidéoclip ici à Alger qu'on a réalisé. Donc c'était une forme de solidarité. Donc c'est tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut offrir, et pour dire qu'on est là, on se souvient toujours et on est présent avec la cause palestinienne, avec les Palestiniens et les Palestiniennes. Moi, j'invite justement les téléspectateurs à découvrir un extrait de ce travail que vous avez élaboré avec tant de cœur, vous qui êtes vraiment touchés par ce qui se passe donc dans ce pays enclavé. Et on revient juste après. Non, je pense que... والشتا رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر فدا نادر للحرية بيضل عمر فدا نادر للحرية يما مويل الهوى يما والشتا رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر الفتى نادر للحرية بيضل عمر فدا نادر للحرية
Yes, we stand with Palestine. C'est vrai que c'est un beau slogan, c'est un bel élan du cœur et c'est vrai, ça rappelle aussi toutes ces voix puissantes palestiniennes qui ont permis justement de récupérer tout ce répertoire des plus riches et qui chantent la Palestine. J'ai en mémoire par exemple Mohamed Assef tout récemment et son périple vers la gloire. Exactement, on a Mohamed Assef, on a le grand Libanais Marcel Khalifa qui a vraiment traversé toutes les frontières pour traversé toutes les frontières, qui a vraiment épuisé toute sa jeunesse en chantant Muntasib al-Qamati Amshi مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي. Ça c'est un poème qui m'a toujours sidéré. On ne pourra pas aussi oublier le Handala, on ne peut pas oublier le modèle de Handala, donc, qui est toujours là, qui arrive, la caricature proprement dite. Donc ce travail-là, on l'a fait. Donc je remercie Toufir Taharount, Hakim Dahri et tous les musiciens, Nassim Kahoul, donc qui ont venu. Je les ai appelés, je les ai dit, mes amis. Tu as sacrifié l'Aïd pour venir c'était le jour prendre part, oui, à ce travail. Le Aïd al-Fitr, je leur ai dit, il y avait les événements de Hay Sheikh Jarrah Belquds. Oui. C'était l'évasion de Hay Sheikh Jarrah, donc je leur ai dit, allez, on doit faire quelque chose. Donc ils étaient là, ils étaient présents. Je les ai appelés peut-être 2 jours avant. On a commencé, on a fait le travail. Ils étaient vraiment contents. Et je vois que la résistance culturelle et artistique, parce que l'occupation, donc le premier nerf que joue l'occupation, c'est d'effacer la culture, d'effacer l'identité, d'anéantir le moral des troupes aussi. Donc voilà. Donc c'est de vraiment en tirer toute la mémoire, mais la résistance qu'on peut faire, nous, surtout la communauté artistique, il faut vraiment dire que la Palestine existe, la cause continue. Donc voilà. Et elle continue, et avec le soutien de tous, avec vraiment toutes ces expressions, ces belles expressions qui permettent de rappeler l'existence de la Palestine, de rappeler ce peuple héroïque, de lui rendre hommage. Effectivement, c'est ce que vous avez fait de si belle manière, en toute sobriété. Et il y a beaucoup de jeunesse et d'espoir dans ces images que vous avez sélectionnées dans le clip. C'est l'avenir de la Palestine, effectivement, cette jeunesse. Oui, exactement, comme tout à l'heure vous l'avez dit avec Yazid. Ces enfants ont grandi aujourd'hui et aujourd'hui ils vont se rapproprier leur terre. C'est ça. Un des auteurs qui a marqué les esprits, c'est Feu Mahmoud Darwish, aussi une des plus belles voix qui a bien sûr permis dans des instances internationales d'avoir un son de cloche puissant sur ce qui se passe en Palestine. Et vous êtes vraiment un fan de Mahmoud Darwish, vous m'avez dit. Mahmoud Darwish, c'est le poète monumental de la Palestine. Quand on parle de la poésie, on parle de Mahmoud Darwish. Quand on parle de Al-Nathar, donc le texte, on parle de Hassan Jamil Barghouthi. Vous retenez des vers de l'un ou de l'autre de Mahmoud Darwish, bien sûr. Allons-y, on va vous écouter parce que vous déclamez très bien la poésie, j'adore. Merci. Donc j'ai le Diwan de Mahmoud Darwish, donc c'est la collection du poème de Mahmoud Darwish. Et c'est un héritage de mon oncle, poète Ayyash Yahyaoui. Donc que je garde avec. C'est précieux. Oui, c'est vraiment précieux. Donc Mahmoud Darwish. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب سجل أنا عربي وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأقلام والدفتر من الصخر ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أجثو أمام بلاط أعتابك فهل تغضب سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بثورة الغضب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب أنا عربي.
vraiment ému, emporté par ces paroles puissantes qui dévoilent toute la dignité de ce peuple en souffrance. Exactement. On a la parole de Mahmoud Darwish, c'est une parole forte. On a plusieurs poèmes. Ce poème, c'est Sajjil Ana Arabi, intitulé. On a l'autre poème qui dit Hada al-Bahru li. Donc c'est des paroles qui résonnent. Les reprises de Kadm Seher sur des poèmes très puissants, on parle de ramasser un pan d'un corps pour le jeter sur l'occupant. Ça c'est très poignant, très puissant. Ce sont des paroles qui restent quand même marquées dans nos esprits. Exactement. Et j'invite les auditeurs, les jeunes auditeurs surtout, de lire de la littérature qui s'est créée, la littérature de résistance. Il y a tout un courant de la littérature de résistance palestinienne qui est vraiment belle, qui est vraiment profonde, intemporelle et qui pourrait s'appliquer à toutes les résidences au monde et qui pourrait aussi inspirer tous les mouvements épris de liberté. Exactement, et surtout on a nous les Algériens que nous avons des rapports spéciaux avec la cause palestinienne. Il faut aussi dire que Vous avez des amis palestiniens, j'imagine. Oui, j'en ai aussi un ami algérien qui a été à Gaza il y a 2 mois. Donc, je l'ai rencontré hier, avant que je sois invité même à l'émission. Donc, qui m'a raconté les conditions. Oui, les conditions à Gaza. J'étais vraiment ému, j'étais vraiment touché, et j'étais aussi émerveillé par cette volonté, par ce courage. C'est vraiment un courage que le peuple palestinien. Razaoui surtout, Razaoui surtout. Oui. Voilà, c'est vrai qu'il faut surtout parler de cette parcelle de pas plus qui ne dépasse pas les 400 km², bon, avec 2 millions d'habitants à l'intérieur et qui a permis justement cet élan vers un moment de fierté cette semaine. C'est excellent. Exactement, un moment de fierté, un moment de courage, un moment de persévérance et aussi une lumière vers l'espoir de se rapproprier cette terre. Cette dignité. Et c'est vrai que c'était bien de rappeler le poème de Mahmoud Darwish qui vraiment illustre cet élan vers la dignité. Et c'est vrai qu'à travers ce que vous venez de dire, Mohamed Yassine Yahyaoui, on s'incline face à la résistance des Razaouis, on s'incline face aux martyrs de tout ce peuple en souffrance. Et on a tenu ce matin dans notre émission à en parler avec vraiment toute la compassion qu'on peut éprouver pour de telles injustices et de telles exactions. Donc, Mohamed Yahyaoui, je vous laisse finir et conclure cette rencontre. Oui, je vous remercie. Je souhaite conclure avec un petit poème de Mahmoud Darwish qui dit « Nahnu nuhibbu al-ward, lakinna nuhibbu al-sanabil akthar, wa nuhibbu 'itra al-ward, lakinna al-qamha minhu athhar. اقبض على السلاسل مثلما عانقت خنجر وقل لي كيف تقهر الأرض والفلاح والإصرار هذه الأقانيم الثلاثة كيف تقهر قل لي كيف تقهر. Merci infiniment. Une gloire aux martyrs de la Palestine. Bonne et excellente journée à tous. À très bientôt. والشتا رواني والصيف